Essayez d'imaginer comment la vie a évolué pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Des plantes rampantes, grimpantes, immenses, bizarres, des êtres évolués d'abord marins puis terrestres, arboricoles, montagnardes, souterraines, à sang chaud ou à sang froid, puis enfin des êtres doués de conscience, des êtres doués de l'intelligence qualifiée comme la seule et l'unique viable en ce monde. Imaginez que nous ayons raté un truc, imaginez que nous ayons loupé quelque chose d'absolument extraordinaire à mi-chemin entre la plante et la chair, des êtres appelés vita carnis en latin, qui de manière explicite laissent sous-entendre viande vivante. New life forms have appeared all around the globe and completely changing the balance of nature and what we know about evolution itself. Vita carnis s'organise sous la forme d'un bestiaire de créatures démentes aussi étranges que l'on ne pourrait même pas y croire, et pourtant, cela existerait bel et bien. L'origine de chacune de ces créatures proviennent presque toutes de la première, l'entité rampante, une arborescence de veines semblable à du lierre qui s'agripperait à un mur, hormis que la sève n'est autre que du sang chaud, coulant dans de la chair inerte, immobile. Son fonctionnement est très simple, un peu comme celui d'un parasite. Les rampants agissent sur les déchets et les plantes afin de les congestionner en les transformant en compost, absorbant au passage les nutriments nécessaires à sa survie dans ses veines. En vérité, beaucoup de monde la confondent avec un champignon parasite, néanmoins cela reste l'entité la plus connue du grand public étant donné qu'il existe des fermes à rampants, parce que des gens les mangent, sans compter la possibilité de les cultiver directement chez soi. Et en effet, en plus d'être un élément aussi étrange qu'essentiel à notre chaîne alimentaire, les rampants sont aussi source de nourriture pour nous autres êtres humains. Today's dish will be a cheesy crawl penne. Cette recette de cuisine de pâtes gratinées au fromage et chair de rampants hachés témoigne donc de leur goût et de la banalité de ces rampants au quotidien. Le résultat donne envie, mais la découpe aura su me donner quelques hauts le cœur, cela dit. La seconde entité provient d'une sorte d'amoncellement de cellules, pour ne pas dire tumeurs, sur ces rampants. Un peu comme des petits caillots de chair parasites si vous voulez. Et ces derniers alimentent ces petites boules de chair jusqu'à ce qu'elles se décrochent en devenant des trimmings, des petits êtres de chair. Des petits êtres de chair possédant des similarités avec des cloportes rarement plus grands qu'une balle de basketball pour les plus gros d'entre eux, et en ce sens ils ne se nourrissent que de plantes, de champignons, de racines, de déchets, d'insectes, de viande ou d'animaux morts. Au même titre que les rampants dont ils sont issus, les trimmings agissent donc pour le bien de l'écosystème en transformant la matière morte en matière organique comme le ferait un insecte ou un ver de terre. D'ailleurs, peut-être vous est-il déjà arrivé d'en rencontrer un par hasard au détour d'une ruelle alors qu'il cherchait de quoi se nourrir. Leur aspect insectoïde, entièrement composé de chair et de sang, pourra vous effrayer, mais ça n'aura pas empêché certaines populations d'adopter ces petites bestioles bizarres dont le fonctionnement reste encore méconnu, étant donné que ces dernières sont complètement inoffensives pour l'homme. Voici un petit conseil pour éviter que votre nouvel ami charognard nocturne hurle à la mort en pleine nuit. Prenez l'habitude de le nourrir entre 14 et 15 heures afin qu'il n'arrête de chercher à se nourrir en pleine nuit. Et vous pourrez dormir enfin sur vos deux oreilles. Voilà, je vous ai présenté déjà les deux entités les plus importantes pour le grand public, celles qui sont les plus connues et qui forment la base de tout le reste. The crawl constantly produces a large quantity of trimming nodes, keeping up their numbers. Naturally, trimmings can be found wherever there is abundant crawl. Le serpent de chair, lui, n'a pas du tout pour vocation d'être adopté puisqu'il se nourrit exclusivement d'animaux morts, allant jusqu'à des cadavres humains. En fait, ce serpent de chair a été découvert en même temps que les rampants au début des années 30 et on ne sait pas vraiment d'où il vient, on sait simplement qu'il est constitué là encore exclusivement de chair et de ligaments avec un crâne pouvant changer de forme au cours de son existence. Son seul but serait de parcourir les sous-sols et la surface pour se nourrir de cadavres d'êtres vivants afin de grossir. C'est simple. Si la mort règne dans un lieu à cause de la guerre ou de la famine, vous pouvez être certain de trouver ces serpents de chair pas très loin. Pour se nourrir, il avale directement l'entièreté ou une grosse partie d'un être inerte en élargissant sa bouche truffée de dents. Une fois cela fait, un cocktail d'acide viendra dissoudre les tissus organiques et les bactéries pour nourrir la créature. Il rejettera tout ce qui est alors osseux et matière morte, les os, les cheveux ou les dents. Leur but final est de se nourrir le plus possible pour grossir jusqu'à 5 mètres et ainsi entamer un processus de reproduction unique chez les Vita carnis, une mitose similaire à celui d'une cellule. Un dédoublement du serpent de chair en gros. En 1945, durant une ronde quotidienne dans les souterrains d'un métro dans le comté de
Un serpent de chair démesurément gros, pour ne pas dire titanesque, a été retrouvé à côté d'une pile de cadavres. Son corps était noirâtre aux teintes marron, contrairement au brillant écarlate des tissus organiques de la chair constituant habituellement ce serpent, et la fragrance de son énorme corps sentait le sucre et étrangement les œufs brouillés. Mais comment cette chose a pu devenir aussi grosse? Found completely filling the tunnel was a meaty wall, and in the center of the mass was an opening with several skulls surrounding it. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé d'entités qui sont généralement inoffensives pour l'homme, mais les deux prochaines que je vais vous présenter sont dangereuses pour votre sécurité et nécessitent un périmètre de distance si jamais vous tombez dessus. La première a été nommée l'hôte d'influence, un buste semblable à celui d'un humain et le bas ancré dans le sol comme un tronc fait de veines et de ligaments sanguinolents. Son allure humanoïde pourrait sembler familière en forêt, mais vous vous rendrez rapidement compte de votre erreur en apercevant sa cavité buccale découpant sa gorge en longueur. Il est plutôt rare puisqu'il se trouve essentiellement en Amérique du Nord, mais nécessite une très grande précaution puisqu'il peut sentir votre présence sur des centaines de mètres grâce aux rampants qui jonchent le sol comme le mycélium d'un champignon. Ceci dit, une fois votre présence détectée, l'hôte d'influence relâche des spores aériens susceptibles de vous infecter. Une infection au cerveau. Et heureusement et malheureusement, l'infection ne se produit que plusieurs heures plus tard avec ses symptômes si présents. An infected organism will show no symptoms of infection right away, but a couple hours after infection, the infected organism's behavior and thought process will change. The first symptoms that appear are restlessness, sluggish movement, numbness of joints, and lack of coordination. Then more serious symptoms appear over time. These include dizziness, migraines, impaired speech, and trembles. If you, or someone you know show these symptoms, contact poison control or emergency services. Si vous pensez être atteint de spores, contactez immédiatement les autorités compétentes en urgence pour vous placer en isolement, parce que les personnes atteintes de spores verront leur sens du discernement et de la mobilité altérée afin de rejoindre l'hôte d'influence, originel en personne. Mais si dans un délai de 6 heures vous n'avez pas su rejoindre l'hôte d'influence originaire de l'infection, vous regagnez votre comportement normal comme si rien ne s'était produit. Dans le cas contraire, il vous violemment et sera La seconde entité meurtrière se prénomme le moissonneur et est sans doute la plus sournoise de toutes ces créatures. Elle se présente sous la forme d'un amas de chair pulsant comme un cocon ou un bulbe de sang. Un bulbe de sang lui aussi issu de ces petites tumeurs comme les trimmings, sauf qu'au lieu de se détacher, le caillot de chair grossit sur le rampant, le parasitant. Et si assez d'énergie il y a, il devient moissonneur en déployant des tentacules bien plus épais que les excroissances d'origine du rampant sur lequel il a grandi. Et malheureusement, si vous voyez un jour de quoi je veux parler, vous serez quasiment certainement mort dans les secondes qui suivent. En effet, le moissonneur, outre son apparence évoquant une mesquine curiosité, possède de longues veines qui balayent une surface circulaire de plusieurs mètres autour de l'amas de chair, son corps principal. Ces veines enfouies dans le sol sont constituées d'une part de dards neuroparalysants dont la teneur est suffisante pour immobiliser un éléphant, ainsi que d'autre part de puissants anticoagulants. Lorsqu'une pression est détectée sur la surface du sol, durant par exemple une fuite soudaine ou une approche trop curieuse, la veine se replie sur elle-même comme des tentacules pour sortir du sol et se greffer à votre corps, notamment les jambes. À ce moment précis, vous vous retrouverez paralysé, puis vous vous viderez entièrement de votre sang durant une lente agonie, ce qui nourrira le moissonneur comme lors d'une récolte d'un champ. Le pire, c'est que si quelqu'un cherche à vous aider, il périra à côté de vous de la même manière, lentement et froidement, devant cette ignoble boule de tissu organique. La seule manière d'avoir une chance de s'en sortir est de jeter quelque chose de lourd sur le sol loin de vous, comme un sac ou une pierre pour distraire la créature un temps durant votre fuite. Malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours. En 1989, une famille de 4 personnes est partie jouer dehors pour sortir leurs enfants jusqu'au moment où ils ont rencontré un moissonneur. Un des fils s'est fait avoir et la mère a couru pour le secourir. Erreur, ils se sont fait tous les deux fondre et digérer par le moissonneur sous les yeux du père et de leur fils, dans les cris et les pleurs.
Mais l'entité qui pose le plus de problèmes et qui a rendu publique l'existence des Vita Carnis à chaque recoin du monde n'est autre que le Mimic. Le Mimic est issu des rampants, un peu de la même manière que les Trimmings, mais en plus frêle et rachitique. Dans le premier stade de leur existence, les Mimics seront en quête de croissance par l'assimilation de petits animaux, puis des moyens, puis des gros. Manger leur permet de croître de la même manière que les serpents de chair, cependant au lieu de se dédoubler, ils entreront dans la deuxième phase de leur développement, une apparence bipède, avec un corps majoritairement similaire à celui d'un homme, mais aux membres bien plus allongés et tout de chair et de ligaments constitués. Leur ombre pourra vous sembler familière de loin, mais dès que vous verrez son visage, ses yeux proéminents, son sourire plein de dents, s'étendant jusqu'aux oreilles, vous comprendrez que c'est déjà trop tard. Ils sont rapides, capables de se contorsionner dans des petits espaces pour se cacher, et aussi imprévisibles que meurtriers, puisque durant cette étape de leur développement, leur objectif reste le même, manger pour croître. Seulement, leurs proies ne sont plus que des animaux, mais aussi et surtout des humains. Après avoir pris une proie pour cible, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour tenter de la tuer et de s'en repaître. Ils iront jusqu'à imiter la voix d'une de leurs autres victimes pour gagner la confiance de leur proie, et une fois que ce sera le cas, elle se ruera sur cette dernière pour l'égorger, voire la manger vive. Une fois que les mimiques ont leur proie, généralement de nuit, ils s'éloignent de la civilisation pour digérer calmement. Mais ce n'est pas tout, parce que le mimique peut prendre la forme des gens qu'il a avalés, d'où son nom. Cette apparence permet de mieux gagner la confiance d'un humain et ainsi de répéter le cycle meurtrier, et d'ailleurs une grande partie des meurtres de sang-froid sont en réalité causés par ces mimiques sans que personne ne le sache. Ils sont déjà parmi nous, peut-être même à côté de vous, au moment où vous regardez cette vidéo. Leur dernier stade de développement intervient lorsqu'ils ont mangé une énorme quantité de corps humain. Ils atteignent une taille et une largeur plus grande que celle d'un mimique normal. Leur peau devient noire, râpeuse et élastique jusqu'à gagner en résistance, et la plupart des attributs qui le rendaient jusqu'ici semblable à un homme ont disparu pour laisser place à des membres disproportionnellement grands et longs, et des dents plafonnant l'intégralité de l'œsophage de l'entité. Ils sont devenus des machines à tuer à tel point que quasiment aucune trace médiatique sur ces dernières n'est disponible à ce jour. Étant alors une menace évidente envers l'humanité, il est nécessaire de faire très attention à ces derniers en respectant des consignes claires. 1. Avoid going out alone if your location is known to have mimics, or there have been mimic sightings. 2. If you encounter a stationary mimic, seemingly unfazed by your presence, quietly leave the location and alert your local authorities. 3. If pursued by a mimic, get yourself into a position where you are able to flee. Mimics will rarely attack if a person has a clear escape route. 4. In the event that you have been cornered by a mimic, roll into the fetal position, protecting your neck, face, and vital organs from attack. Make as much noise as you can to alert any other people. 5. If you have a weapon, do not use it. A mimic is fairly resilient, and any strikes or shots on a mimic is not effective enough to bring it down in time. Instead, use it as a barrier between you and the mimic to block any attacks. 6. In a situation where a mimic is hunting in the immediate area, and is not aware of your position,
hide somewhere low, like under a bed or behind other furniture. A mimic will not linger too long to search for prey, and will move on. Be safe, and avoid any encounters with a mimic at all costs. Malheureusement, il est impossible d'éviter tout incident dû à leur nature imprévisible et aux balades nocturnes de la population ignorant le danger. Voici une preuve confidentielle et enregistrée de leur existence racontant l'incident Christopher et Janice, 1983. Got it. Let's see. Yep, it's working. Okay, can we get a move on? One sec. Yeah. Yeah. Oh, there we go. We got some light now. But look at that over there. You can't see anything unless I point directly over there. Nope, can't see nothing. Bon, au départ, et pendant une grosse partie de la vidéo, nous voyons donc Christopher et Janice marcher dans la rue pour se rendre quelque part. We got home. Don't worry. I'm hungry. Too bad. En fait, ils se rendent sur les lieux d'un massacre commis justement par un mimique quelque temps auparavant, apparemment pour en exposer sur ces derniers, pour se mettre dans l'ambiance et espérer avoir une bonne note. This is gnarly. It's not my fault this guy lives in a fucking dump. We're almost there, we just gotta get through the woods. You see it though? Hopefully I show up on camera, so hopefully there are lights up there. People still live there, right? Can't be that bad. Peu à peu, le béton devient de la terre et la terre devient branche et feuillage. Christopher traverse la forêt suivi de Janice jusqu'à un lieu dit où se trouve une vieille carcasse de voiture. Why would they get rid of it? See, we're right here. You go ahead. You can't see a thing. Where am I even going? Just up here. There should be a path. Right there, yeah, right here. Okay. It's cool. We could get a shot of this in atmosphere, you know? It just looks like tetanus to me. Hold till. One sec, let me get a good lighting on that. Christopher cherche le lieu exact. There's no one here now, though. Not a single building in sight. Except way over there. But there's no one here. It's the strangest thing. This is the spot. Right here. Yeah. This thing. Et tout content, il commence à lire son exposé face à la caméra tenue par Janice. D'ailleurs, il le refera une seconde fois car ils ont jugé que sa performance était pas folle. Bref, une fois que cela est fait, il rebrousse chemin immédiatement. Cut it out. It's scary enough as is. Chris? Chris? En vrai, tout se passe super bien, jusqu'à ce que Christopher fasse une petite blague à Janice comme dans les films d'horreur. Chris! Come on! This isn't funny! Chris! I just want to go home, come on! Fine, I guess I'm going home without you. I'm cold, tired, and hungry. If you want to stay out here and play games, you can. À moins que cela ne soit pas une blague. Chris? What are you doing? Because this isn't funny. Oh! God!
Le pire, c'est que ces derniers ne sont même pas la pire menace que représente Vita Carnis pour notre espèce. Voici les monolithes, cette créature immense, essentiellement composée de milliers de tonnes de viande, de chair, de tissus musculaires ou organiques, dont la taille ne permet presque pas de distinguer la cime. Ces derniers restent un mystère, puisqu'ils ont été vus et quadrillés dans une zone de quarantaine seulement en juin 1972 dans le... Après quoi, nous n'avons plus jamais eu d'autres anomalies à ce sujet. Ils étaient disposés en cercle, à de très grandes distances les unes des autres. Leur tête semblait être triangulaire et ornée d'un trou gigantesque en son centre dont on ne connaît ni l'utilité ni la menace. Ses bras, quant à eux, semblaient être comme de titanesques tentacules de chair immobiles. Et les monolithes étaient juste plantés là, dans le sol, couvrant toute la surface sans qu'aucun mouvement de leur part ne soit perceptible à l'œil nu, à part dans la période du où ils semblaient développer une certaine agressivité envers un groupe de voulant juste traverser la ville. L'un d'entre eux a émis un hurlement semblable à un grognement qui a disloqué tous leurs membres. Ils ont tous été retrouvés morts. Un groupe de militaires s'est alors rendu sur les et ont subi le même sort, d'autant que le cri a semblé agir comme une onde électromagnétique qui ont rendu HS chacun des véhicules. En réponse, les autorités ont envoyé un missile air-sol longue distance. Depuis tout petit, j'aime dénombrer tout ce qui est bizarre, mais genre vraiment bizarre. Que ce soit des dinosaures, des animaux, des insectes, des créatures précambriennes ou encore des monstres de jeux vidéo, jusqu'au paranormal vers lequel on se tourne généralement pour trouver son bonheur en termes de bizarrerie. Et Vita Carnis, avec son bestiaire que je viens de vous présenter actuellement, m'aura replongé, ou du moins j'ai eu la sensation de me replonger dans cette fièvre de mon enfance à vouloir décompter toutes ces créatures comme un Pokédex, et j'avoue, j'ai bien aimé le concept de chair qui vient nous manger, c'est un peu un renversement de table comme un oxymore en fait. Certaines entités toutes gentilles, toutes mignonnes, qui se sont imbriquées dans notre écosystème jusqu'à en devenir essentielles et qui contrastent avec certaines autres créatures qui sont elles des mangeurs d'hommes, comme le mimique, le moissonneur ou le hôte d'influence. Et parmi elles, je pense qu'on préférait de loin le moissonneur qui est carrément terrifiant, juste une boule de chair pulsante au milieu de nulle part avec son corps qui est partiellement enterré. Et c'est ça qui est terrifiant parce qu'il est quasi invisible. Et que tu te rends compte de sa présence qu'une fois qu'il est devant tes yeux, sachant pertinemment que t'es un mort en sursis en fait. Le pire, c'est que Darren Killoy, l'auteur de ce bestiaire répertoriant tous ces fléaux Vita Carnis, a délibérément ajouté des détails qui tendent à rendre son œuvre réelle et crédible. Ces détails comme le fait qu'un mimique ait besoin de digérer seul dans la nature après avoir attaqué quelqu'un, un peu comme une veille digestive, ou encore le fait qu'il n'y ait que très peu d'infos sur l'hôte d'influence, étant donné que s'en approcher est quasi synonyme de mort à cause des spores qu'il relâche, rendant une étude biologique systématiquement impossible. En fait, même le fait de détailler des trucs techniques comme la manière dont ils naissent, se dupliquent et se nourrissent participe grandement à rendre ces créatures crédibles en les imbriquant dans une chaîne alimentaire au sein de notre fragile écosystème. Néanmoins, Vita Carnis, ce n'est pas seulement qu'un bestiaire de créatures, ou en tout cas ce n'est pas la volonté d'Darren Killoy de s'arrêter à ça, puisqu'il nous a fourni d'autres enregistrements orbitant autour de ces créatures. Des enregistrements qui permettent de donner des éléments supplémentaires sur leur origine, mais aussi l'appréhension du monde vis-à-vis de ces créatures en faisant grosso merdo intervenir 3 grands acteurs dans ce bourbier. Mais avant de vous en parler plus en détail, j'aimerais que vous visionnez d'abord celle-ci. In the distant horizon, the group of monoliths stand vacant. Although closed off to outsiders, their stance can be observed well outside the perimeter. It is known to have hundreds of thousands of fibers that weave themselves deep underground, all connected in a grand mycelial network. You might be confused as to why you received this package. This was left to you because we share a common goal. I'm aware that you studied Carnis and researched their properties. I'm also aware that you received backlash for doing so. Something isn't as it seems, and you know this too. Unexplained phenomena, countless casualties, missing persons, fatalities, and yet no proper action, and a notable silence about these affairs. People are afraid and confused. Why is nothing being done? Because they don't want us to know. We've been kept in the dark, while those above us slither and miss the blind. They have slowly been numbing our minds to their schemes. One
astonishing sight to behold. Normalement, si vous avez bien suivi jusqu'ici, vous commencez à comprendre. La première chose que l'on remarque rapidement sur ce tableau d'enquête, ce sont les divers incidents impliquant des civils et des Vita Carnis que je vous ai déjà présentés tout le long de la vidéo. Notamment la rencontre avec le plus gros serpent de chair jamais vu dans un tunnel, la disparition de Christopher et Janice après la rencontre d'un mimique, on voit d'ailleurs même leur visage en photo, ou encore le tragique incident impliquant un moissonneur qui a tué et dissous une mère et son fils, dont on voit d'ailleurs aussi les portraits. On remarquera d'ailleurs que la photo est déchirée puisqu'à la base ils étaient une famille de 4. D'ailleurs si vous avez l'œil, vous auriez même pu voir le bout de papier mentionnant que les autorités gouvernementales ont du mal à gérer les incidents avec les moissonneurs. Et ça se comprend parce que ça a l'air d'être une plaie. Mais ça encore c'est pas le plus important parce que vous étiez déjà au courant en fait. Non, ce qui a vraiment une importance, c'est en premier lieu le fait que l'Institut de recherche sur la viande vivante, celle qui a techniquement produit le bestiaire que je vous ai présenté plus tôt, s'est faite démanteler par les autorités pour divulgation de secrets d'État et d'informations confidentielles et sensibles. D'ailleurs, cet institut semble être lié au Carcass, une organisation privée qui visiblement s'est retrouvée en conflit avec certains pays à propos de violations contractuelles et d'autres trucs qui sont censurés sur le bout de papier. Et ça, c'est chelou parce que ces deux organismes cherchaient à étudier et contrôler en fait ce phénomène Vita Carnis pour le partager au monde et peut-être pourquoi pas même s'en servir pour le médical. J'en sais rien. En second lieu, on repère aussi des personnes dont le visage est censuré et qui semblent être des personnes importantes au vu des habits qu'elles portent et au petit logo qu'on peut retrouver sur leur torse, ici. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Peut-être même des personnes haut placées responsables du démantèlement de l'Institut de recherche sur la viande vivante et ou le Carcass. Et évidemment, l'implication de ces personnes haut placées peut induire l'implication du gouvernement aussi dans une manœuvre de contrôle de population à travers les Vita Carnis. Et laissez-moi m'expliquer. Juste en dessous de ces portraits censurés, on a la photo d'un encéphalogramme, une radio d'un cerveau malade avec le lobe F détérioré, et des clichés de bacilles ou de bactéries sur sa gauche, je sais pas trop, que l'on pourrait d'ailleurs probablement lier avec cette détérioration du cerveau que l'on voit sur la photo. Et au premier abord, ça peut laisser supposer à un projet de manipulation mentale en utilisant je sais pas comment des Vita Carnis, un peu à la MK Ultra si vous voulez. Sans compter qu'il y a littéralement une créature de chair qui est capable de contrôler des personnes à distance, donc c'est pas forcément impossible. D'autant plus que juste à côté de ces dernières, on a 2 portions de journal impliquant l'entreprise Nutrir Company et son nouvel exhausteur de goût qui viennent confirmer cette théorie. En effet, Darian Killoy a justement posté la publicité de ce nouvel exhausteur de goût, produit et vendu par Nutrir Company, dont le logo s'affiche dès maintenant, un triangle dans un cercle. Et globalement, c'est une publicité lambda où une personne utilise cette poudre sur divers plats pour rendre son plat un peu plus goûtu, on va dire. With overwhelming demand for this essential product, even since our start earlier this year, we have delivered what you wanted. Et à mesure que la publicité avance, on voit que l'enregistrement devient de moins en moins clair, que l'extrait part en couille à certains moments, jusqu'à 2 minutes 42 de vidéo où là, c'est plus très sain du tout. C'est carrément une publicité louche avec des passages subliminaux orientés vers Nutrir Company. En soi, une publicité louche faite par des gens louches qui n'étaient pas vraiment en pleine capacité de tous leurs moyens, si vous voulez mon avis. Et cette publicité est complétée par un document déclassifié, où basiquement on voit le produit de Nutrir Company ainsi que les mêmes portraits de personnes haut placées portant toutes les logos de l'entreprise Nutrir Company, donc ce même triangle dans un cercle. On aura même le droit au bout de papier indiquant que leur entreprise a subi un scandale à l'encontre de leurs produits après de nombreux cas de maladies étranges, scandale évidemment réfuté par ces derniers. Et de manière globale, ce document déclassifié fait un étrange parallèle avec des fourmis tout le long de l'enregistrement, quelque chose de difficile à comprendre ou d'expliquer, jusqu'au moment où on aperçoit les fameux clichés microscopiques, ainsi que celui du cerveau malade avec un lobe détérioré. Mais surtout, ce moment précis. Est-ce que vous connaissiez le cordyceps ?
Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont jamais joué à The Last of Us, c'est une famille de champignons pathogènes qui infectent et parasitent les insectes, les arachnides et les larves, un peu comme si elles étaient zombifiées en fait. Et c'est même pire que ça parce que techniquement les victimes gardent leur conscience une fois infectées par les spores du cordyceps, mais à mesure qu'ils se développent dans leur corps, il prend possession de ce dernier et le pousse à se rendre en hauteur, sur un arbre ou sur les plus hautes feuilles d'une plante, j'en sais rien. Dans le but évidemment de répandre un maximum de spores et donc d'infecter un nombre croissant de victimes, un peu comme ce que vous venez de voir avec la fourmi et l'excroissance qui sort de sa tête. C'est littéralement une analogie avec ce qui se passe autour des Vitacarnis et de l'exhausteur de goût. Leur produit est définitivement un moyen de contrôler la population, comme le ferait le cordyceps. La théorie serait que l'exhausteur de goût mis au point par Nutrir Company soit directement fait à base de poudre de rampant ou de spores d'eau d'influence destinés à contrôler la population. Le cerveau qui se détériore semble être un effet à long terme de la consommation de ce produit, un peu comme un symptôme, de la même manière que les champignons cordyceps, un moyen de voir l'effet de la consommation de leurs produits sur les populations. Et si on veut pousser l'analogie encore plus loin, je ne serais pas étonné de savoir que le personnel de Nutrir Company soit déjà infecté par leurs propres produits et qu'ils essaient donc d'infecter le plus grand nombre de personnes à travers cet exhausteur de goût dont le produit est aussi douteux que la publicité, un peu comme si une fourmi montait en hauteur pour relâcher ses spores sur d'autres fourmis. Donc, si on résume un peu tous les grands acteurs de ce joyeux bordel, nous avons d'un côté le Carcass, représenté par ce logo, qui cherche à identifier, contrôler et contenir la menace. Et d'ailleurs, la personne qui nous parle dans cette vidéo en fait clairement partie, et c'est elle qui a réuni toutes les preuves sur les Vitacarnis, le bestiaire, les publicités, les enregistrements, les anomalies, tout. Et de l'autre, nous avons Nutrir Company, qui semble coupable d'une tentative de contrôle de masse et semble être au centre de toutes les anomalies, puisque leur logo est lui-même au centre du tableau d'enquête. Et enfin, au milieu, nous avons la population qui est victime de ce contrôle de masse, ainsi que de toutes les anomalies concernant les moissonneurs, les eaux d'influence, mais aussi et surtout les mimiques. Ils ont l'air au courant que ça existe au quotidien, mais ça n'a pas l'air de les empêcher de vivre et de sortir même en pleine nuit. La preuve avec l'enregistrement retrouvé de Christopher et Janice, qui s'est très mal terminé. Mais une question me taraude toujours. D'où proviennent toutes ces créatures et pourquoi sont-elles apparues subitement en 1931 ? Ce qu'on sait, c'est que les moissonneurs semblent être regroupés en cercle autour d'une île canadienne. Ce qu'on sait aussi, c'est que toutes ces photos et documents rapiécés ont pour centre névralgique cette sphère inconnue. Parce que oui, j'ai volontairement omis une anomalie Vitacarnis dans le bestiaire en première partie de vidéo, et je parle évidemment de la sphère vivante. Cette sphère est apparue en 1931, au moment où les fléaux de chair ont commencé à apparaître dans le monde entier. Tous les documents la concernant sont classifiés et interdits d'accès, comme si cette sphère jouait un rôle crucial dans l'apparition de ces créatures carnées. Mais malheureusement, il n'y a pas qu'une seule sphère, mais bien 7 dispersées à travers le monde, et si on se réfère aux documents classifiés par Nutrir Company possédés actuellement par le Carcass, seulement 4 d'entre elles auraient été appréhendées et regroupées dans un magasin abandonné et dénommé militairement Facility 0. Et tout en bas du document récupéré par le Carcass, il est dit qu'il faut enclencher la procédure mutrir une fois que les 7 sphères ont été regroupées, signifiant mutiler, un peu à la manière d'un sacrifice à un dieu, et Dieu sait ce que ça donne de mutiler ces orbes de chair, franchement je veux pas trop savoir, et le Carcass non plus, c'est pour ça qu'ils ont récupéré le document pour pouvoir empêcher ça. Et heureusement, il resterait encore 3 orbes de chair à appréhender par le culte. Inévitablement, le Carcass a alors organisé l'opération que vous allez voir afin d'infiltrer la zone, de sécuriser et mettre main basse sur ces entités, le but étant d'éviter le pire. Il s'approche alors du bâtiment abandonné en marchant difficilement dans la neige et en prenant soin d'abattre les moissonneurs sur leur route, parce que c'est le plus grand danger pour l'instant. Eyes on the point. Clearing pathway now. Pathway cleared. Give it the green light. Lights off. Come on. Move. D'ailleurs, l'un d'entre eux filmera la présence d'un monolithe aux alentours de la zone, signifiant la présence des autres d'une part, et d'autre part l'importance que l'endroit a encore une fois, en plus d'être le lieu de regroupement de toutes les sphères.
Finalement, les soldats se rapprochent peu à peu du magasin abandonné, armés jusqu'aux dents, jusqu'à se retrouver devant la porte d'entrée. L'accès aux caméras indique la présence de gardes ennemis, tout aussi armés dans la zone, et permet de voir l'avancée de nos soldats en temps réel dans le magasin. On les voit se déplacer rapidement sur les quelques frames disponibles dans les caméras, on les voit abattre les cibles, et se retrouver devant la porte d'entrée de leur cible principale. Alpha team in position. We are experiencing mechanical interference. Should we resume? Copy. Phase 3 is still a go. Preparing to breach. Breach in 3, 2, 1. Breach. Get down! Put your hands up! Put your hands up! Get down! Get down! Put down your weapon! Get down! Put down your weapon! Put your hands up! Get down! I said get down! Sur ces quelques screenshots que j'ai pris à la volée, on peut clairement voir des cultistes prier devant 7 boules de chair et non seulement 4. On les voit prier une dernière fois avant d'être violemment abattus par les soldats du carcasse dans les cris agonisants et les bruits électromagnétiques, probablement émis par les sphères en guise de mise en garde. Et ce qui est sûr, c'est que les cultistes n'avaient pas l'intention de seulement prier ce soir, mais bien de les sacrifier pour déclencher quelque chose d'ineffable. 7 orbes de chair, 7 monolithes. Le carcasse possède maintenant la totalité de ces entités sans que l'on sache vraiment ce qu'ils veulent en faire, ni d'où elles proviennent. On ne sait pas d'où elles viennent, on ne connaît pas leur origine. Et ça, depuis le début. Moi par exemple, ma théorie serait que l'analogie avec les champignons et les fourmis ne soit pas vraiment qu'une analogie. Le cordyceps aurait très bien pu muter et s'adapter à des corps et des températures plus chaudes afin d'infecter des créatures plus complexes, comme les hommes, et que de mutation en mutation est découlée une nouvelle espèce, les Vitacarnis. Rappelez-vous, si j'ai dit en début de vidéo que certains les confondaient avec des champignons, c'était pas pour rien. Après tout, dans notre réalité à nous, le cordyceps existe bel et bien, et s'il n'infectait que des petits insectes jusqu'à maintenant, il commence peu à peu, de mieux en mieux, à s'adapter à la température. Et normalement, en disant ça, je pense que je viens de débloquer une peur ancestrale chez vous, dans l'instant. Non, en réalité, Darian Killoy nous a laissé quelques indices dans ses enregistrements pour comprendre l'origine de ces créatures. Et si on met pause au bon moment sur chacune des vidéos du bestiaire, on se retrouve avec 9 pages qui semblent avoir une importance capitale dans la compréhension de cette affaire. En les observant et en tentant de déchiffrer ce qui est écrit sur certaines d'entre elles, on y voit l'histoire d'un petit prince, un prince qui durant un long voyage sur les mers vit son bateau chavirer. Heureusement, le prince s'en tira en naufrageant sur une île semblant déserte, et pour récupérer, il décida d'entrer dans un long sommeil au fond d'une grotte. Cette grotte fut en fait le lieu de vie de petites bêtes appelées critters. Ces derniers, intrigués par ce petit prince endormi, décidèrent de le réveiller pour qu'il règle un de leurs problèmes, un problème de famine. Et évidemment, le prince accepta de les aider, mais à la seule condition d'être nourri en premier, parce qu'il faut pas déconner, il est quand même souffrant. Sur ces deux images, on peut voir le parallèle entre des critters blancs et noirs indiquant un certain désaccord quant à l'aide qu'ils apportent au petit prince, puisqu'on parle quand même de lui donner des denrées précieuses sans garantie derrière. Mais finalement, les critters s'exécutent et rassemblent le peu de nourriture qu'il leur reste, même si certains étaient assez réticents à cette idée. Le prince, à présent repu, accéda donc à leur demande en utilisant sa magie dans son infinie bonté. Les arbres prirent alors miraculeusement de nouvelles couleurs jusqu'à devenir abondants en nourriture, et les critters furent sauvés, et le remercièrent en l'aidant à regagner son royaume par la construction d'un petit radeau de fortune. La dernière page montrant le prince sur son radeau, prêt à parcourir les mers à nouveau. Alors personnellement, il est presque évident que ce conte soit une métaphore de ce qu'est Vitacarnis. Ces fameuses sphères de chair inconnues et cachées au public seraient arrivées sur notre planète on ne sait comment, de la même manière que le prince est arrivé sur cette île. Le prince, c'est les sphères en fait. Et l'île sur laquelle il a fait naufrage est en fait cette île au Canada où les rampants ont fait leur apparition pour la première fois et où donc les sphères sont apparues. La suite du conte voudrait donc dire que ces sphères et les créatures Vitacarnis viendraient nous apporter quelque chose ou régler un de nos problèmes primordiaux, mais que pour cela il fallait faire un sacrifice, et ce sacrifice, ce serait une partie de notre humanité. Le processus aurait même déjà commencé par l'accommodation avec la nourriture à base de rampants, voire pire, avec l'aliénation d'une partie de notre conscience pour devenir qu'un avec la chair, grâce notamment aux produits vendus par Nutrir Company, leur
ou leur exhausteur de goût bien douteux là. Après, je l'ai formulé comme ça, mais si ça se trouve, ces sphères ne veulent en fait pas régler un de nos soucis primordiaux, mais plutôt quelque chose qu'elles pourraient considérer elles-mêmes comme un problème. Dans tous les cas, il se pourrait que notre existence même à nous humains soit un problème, un obstacle à l'éradication de ce dernier. Et se pourrait même que ces êtres de chair essaient de nous contacter d'une manière ou d'une autre, ou de nous mettre en garde, comme par exemple avec des actes passifs comme les ondes électromagnétiques émises par le monolithe ou encore les orbes lorsque les soldats ont abattu les cultistes par exemple, ainsi que l'incident isolé apparaissant sur le tableau d'enquête où les rampants auraient pris le contrôle d'une tour de télécommunication. Bref, beaucoup d'éléments qui mis bout en bout permettent d'entrevoir une parcelle de ce que sont vraiment les Vita Carnis, ou du moins pour l'instant. Parce que Darian Killoy, son créateur, travaille actuellement sur une saison 2 qui sortira bientôt et que je vous conseille d'aller regarder. N'hésitez pas non plus à regarder son travail original que je vous ai présenté tout le long de la vidéo, que évidemment je mets en description. C'est lui et seulement lui qui a réalisé quasiment toutes les images que j'ai utilisées pour illustrer mes propos dans la vidéo, issues directement de sa série Vita Carnis, même si je les ai retravaillés brièvement pour le bien de ma narration. En tout cas, une œuvre colossale que je vous conseille fortement d'aller voir par vous-même. Pour conclure, je sais pas si la forme que j'ai donnée à cette vidéo est agréable à regarder, je sais pas vraiment si le côté roleplay au début et l'analyse après sera bien accueilli, surtout après un long moment d'absence en ce début d'année, mais ce qui compte, c'est que j'ai beaucoup aimé le travail de Darian Killoy et que j'espère l'avoir bien retranscrit, enfin du moins du mieux que j'ai pu. C'est un travail nettement inspiré de la SCP Foundation avec la volonté de créer son propre bestiaire d'anomalie en partageant toutes une même caractéristique, la chair vivante. Et j'adore la SCP Foundation justement pour ce côté classification d'entités. J'ai beaucoup aimé les inspirations des différentes créatures, notamment les sphères issues de SCP-002, ce Living Room, qui est littéralement une sphère de chair construite avec le corps de ceux qui le pénètrent. Il y a évidemment aussi le Mimic qui partage beaucoup de similarités avec le mythe du Skinwalkers, imitation de voix, attaque de nuit, changement de corps et de visage. D'ailleurs leur visage m'aura fait penser au démon Trauma dans le film Smile et qui retire sa peau comme un vêtement et que je coûterai évidemment au montage pour des raisons évidentes de strike. Globalement, j'ai beaucoup aimé le travail dans les détails, les différents incidents qui donnent de la profondeur et l'ambiance d'alerte instaurée avec brio dans cette série tout en jouant avec le fait que tout le monde est bien au courant que les Vita Carnis existent et que quand bien même ils continuent de sortir de nuit par curiosité malgré le danger. C'est clairement un comportement stupide d'être humain de base qui a été retranscrit et ça rajoute une pointe de réalité sur une création qui j'espère deviendra à terme un classique. Évidemment il y a quelques défauts ou des choses à améliorer ou éclaircir avec une saison 2, mais globalement j'ai apprécié sa première tentative d'Analogue Aurore. Voilà. Comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé, ça me fait super plaisir. Vous aussi, amusez-vous à dénombrer les créatures de l'ombre. Portez-vous bien et n'oubliez pas, It grows in the sink.